One Piece récapitulatif numéro 10, Little Garden. Après avoir quitté Whiskey Peak, les Mugiwara se dirigent vers la prochaine île indiquée par leur logpost, Little Garden. Encore une fois, ils décident d'entrer dans les terres en remontant une rivière, tout en se demandant si les avertissements de Miss Allsunday sur la dangerosité de cette île sont fondés. Et ils comprennent vite qu'elle avait certainement raison, puisqu'ils aperçoivent un tigre agonisant sur une des berges. Ils s'interrogent bien sûr sur ce qui a pu blesser ce tigre supposé être tout en haut de la chaîne alimentaire. Nami propose à ses compagnons de rester sur le bateau en attendant que le logpost charge la prochaine destination. Mais Luffy ne peut résister à l'appel de l'aventure, et part explorer l'île accompagné de Vivi et Kalu. Sanji fait alors la remarque qu'il pourrait profiter de cette île pour aller chasser et ainsi refaire le stock de viande. Il lance un défi à Zoro, et tous deux partent chacun de leur côté pour chasser et ramener la plus grosse proie possible. De leur côté, Luffy et Vivi découvrent la vraie nature de l'île. C'est une île préhistorique, encore habitée par des dinosaures. La princesse d'Alabasta explique que la difficulté à naviguer sur Grand Line ont isolé la plupart des îles, qui ne se sont donc pas développées à la même vitesse. Il existe donc des îles futuristes, avec une technologie très avancée, et d'autres qui n'ont même pas atteint l'âge de pierre, comme Little Garden. Mais les dinosaures ne sont pas pour autant en haut de la chaîne alimentaire sur cette île, et c'est Nami et Usopp qui vont en faire la désagréable découverte en premier. En effet, Brogy, un spécimen de la race des géants, tombe sur les deux Mugiwara restés au Going Merry. Ils décident alors de les inviter à venir manger de la viande de dinosaures, mais leur demandent également d'emmener avec eux l'alcool qu'ils conservent sur le Going Merry. Usopp et Nami, terrifiés, acceptent à contre-cœur, craignant d'être tués et mangés au moindre refus. Luffy quant à lui est monté sur la tête d'un diplodocus pour observer l'île, malgré les avertissements de Vivi. Avertissement fondé, puisque contrairement à ce que pensait Luffy, le dinosaure n'est pas herbivore, et le gobe. Mais heureusement pour lui, le deuxième géant de l'île passait par là, et celui-ci décapite le diplodocus avant que Luffy ait atteint son estomac. Son sauveur Dory invite lui aussi ses deux visiteurs humains à partager un repas à base de dinosaures. Chez Brogy, Nami demande à son hôte le temps nécessaire pour que le logpost charge la prochaine destination. La réponse les remplit alors de désespoir. 1 an, bien trop à leurs yeux pour espérer survivre sur cette île, et encore plus pour aller secourir le royaume d'Alabasta. Chez l'autre géant, l'ambiance est beaucoup plus légère. Luffy et Dory ont déjà parfaitement sympathisé, au plus grand étonnement de Vivi. Lorsque Luffy questionne son nouvel ami sur sa présence sur cette île, le géant leur explique qu'il vient d'Erbaf, un village de géants situé quelque part sur Grand Line, mais qu'il est venu sur Little Garden avec l'autre géant de l'île pour régler une querelle qu'ils avaient. Effectivement, dans leur tradition, deux guerriers doivent se battre jusqu'à ce qu'un des deux géants sorte vainqueur de l'affrontement, pour régler leurs différends. Mais le combat de Brogy et Dory a pris une drôle de tournure. Il dure depuis 100 ans. Le géant a beau expliquer à ses invités que leur race vit 3 fois plus longtemps que celle des humains, Vivi ne comprend pas l'intérêt de se battre aussi longtemps. Mais leur conversation est interrompue par l'explosion d'un volcan à proximité. Non pas que ce soit dangereux, mais son entrée en éruption signale le début d'un nouveau round dans le combat des géants. Malgré des coups très intenses échangés sans une once d'hésitation, ce nouveau round, le 73 466e, se clôture une fois de plus par une égalité. Mais une fois le combat fini, l'ambiance reste bon enfant entre les deux géants, et Brogy offre à Dory des tonneaux d'alcool que lui avaient donné Usopp et Nami. Alors que Luffy et Vivi célèbrent cette nouvelle égalité avec leur hôte, les tonneaux d'alcool que Dory avait avalés d'une traite explosent dans son estomac. Les deux humains se demandent comment leurs propres tonneaux ont pu exploser. Mais Dory se relève et ne voit qu'une réponse possible à cette question. Les Mugiwara ont piégé leur alcool. Le géant, hors de lui, décide de les attaquer. Luffy, sentant qu'il ne pourra pas calmer la rage du géant par les mots, décide de l'affronter. Et malgré plusieurs coups essuyés, il parvient à le mettre au tapis avec un Gum-Gum Rocket en plein ventre, bien aidé par les dommages internes qu'a causé l'explosion de l'alcool. Le capitaine des Mugiwara, énervé qu'on l'ait fait passer pour un traître, parvient à une conclusion différente de celle de Dory. S'il est évident que ni les Mugiwara ni Brogy sont l'auteur de ce coup bas, c'est qu'ils ne sont pas seuls sur Little Garden. Et il a bien raison, puisque non loin de là, dans un étrange cube de cire, 4 agents de Baroque Works se sont rassemblés. Mr. Five et Miss Valentine tout d'abord, mais aussi 2 agents plus haut placés, Mr. Three et sa partenaire Miss Golden Week, qui sont bien sûr des utilisateurs de fruits du démon. Le premier possède le Doru Doru no Mi, qui est le paramécia de la cire, et il peut donc fabriquer tout et n'importe quoi avec sa cire aussi solide que l'acier. Miss Golden Week, quant à elle, possède un pouvoir nommé Color Trap, qui lui permet d'influencer le comportement d'une personne en fonction de la couleur de la peinture qu'elle a peint sur sa victime. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie, et c'est bien normal, parce que ce n'est pas clair. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne se privera pas pour faire une démonstration de ses talents sur les cibles de leur mission. Et oui, si ces 4 redoutables agents sont sur Little Garden, c'est bien sûr qu'ils ont reçu l'ordre d'éliminer les Mugiwara et la princesse d'Alabasta. Mais ce n'est pas leur seule ambition sur cette île. Ils ont également découvert que Dory et Brogy ont chacun une prime de 100 millions de berries qui date de plus de 100 ans, à l'époque où ils étaient à la tête d'un équipage pirate de géants qui ravageait Grand Line. Vous l'avez sûrement compris, c'est eux, et plus précisément Mr. Three, qui a piégé les tonneaux d'alcool de Dory. Pendant ce temps-là, le volcan est de nouveau entré en éruption. Mais malgré ses graves blessures et les suppliques de ses deux invités, Dory se relève, bien décidé à en découvrir une nouvelle fois avec son rival du siècle. Et voyant que Luffy ne le laissera pas partir, il le coince sous le squelette géant qui lui sert de maison.
Après le départ de Broggy pour son habituel combat, Nami et Usopp comprennent qu'ils ne peuvent pas rester un an sur cette île à regarder ces deux géants combattre, pendant que leur log-post charge leur prochaine destination. Ils décident donc de partir pour le camp de Dory, afin de retrouver Luffy et Vivi. Si on n'a pas eu de nouvelles de Zoro pendant tout ce temps, c'est bien sûr parce qu'il s'est encore perdu. En effet, il a réussi à tuer un Triceratops, mais ne trouve plus son chemin pour rentrer au bateau. Il tombe alors sur Nami, ou du moins une statue de cire de Nami. Effectivement, n'ayant pas connaissance de tous les événements qui ont lieu sur l'île, il ne se doute pas un instant que les agents de Baroque Works sont présents sur Little Garden, et il se fait donc capturer. C'est exactement ce qui se passe avec Nami, qui avait perdu de vue Usopp après qu'il se soit enfui à toute vitesse en apercevant un dinosaure. Bien sûr, Nami n'est pas tombée sur une statue de cire d'elle-même, mais sur celle de Luffy. Elle s'est donc faite capturer aussi facilement que Zoro. En revanche, Usopp est parvenu à rejoindre le véritable Luffy, ainsi que Vivi. Mais il déduit de la disparition de Nami qu'elle a été dévorée par des dinosaures. Ses deux amis lui expliquent alors ce qui est arrivé à leur hôte. Justement, concernant le combat des géants, Dory parvient étonnamment à rivaliser avec Broggy, malgré ses blessures. Mr. Three, qui les observe attentivement, décide de s'immiscer dans le combat et fait tomber Dory en le faisant glisser sur une plaque de cire. Broggy tranche alors profondément l'épaule de son meilleur ennemi d'un coup de hache. Mais en réalisant qu'il venait de mettre un terme à un combat long de 100 ans, un flot d'émotions le submerge et fait baisser sa vigilance. Mr. Three en profite alors pour l'emprisonner dans sa cire. De leur côté, Mr. Five et sa partenaire sont arrivés au camp de Dory. Usopp et Vivi, révoltés par leur fourberie, se jettent sur eux, mais ils se font battre lamentablement. Le duo de Baroque Works en profite même pour maltraiter un Luffy immobilisé, puis capture la princesse pour la livrer à Mr. Three. Sur le lieu de l'affrontement, Broggy réalise le malheureux coup de pouce dont il a bénéficié dans son combat, tandis que Mr. Three confectionne une pièce montée de cire sur laquelle il place Vivi, Zoro et Nami à la base, immobilisés par les pieds. Le haut de cette drôle de sculpture est composé de plusieurs bougies, et tourne sur lui-même, projetant ainsi une pluie de cire. Les fines particules de cire volante atterrissent ainsi sur les prisonniers de Mr. Three, et se solidifient petit à petit jusqu'à pétrifier totalement les victimes impuissantes. Mais les agents de Baroque Works ont fait une erreur fatale. Ils n'ont pas pris la peine d'éliminer le surprenant canard de Vivi, et Kalou vient donc en aide à ses nouveaux amis en creusant la terre pour libérer Luffy. De leur côté, le reste des protagonistes ne savent pas que Luffy et ses compères sont maintenant en capacité de leur venir en aide, et Zoro a alors une drôle d'idée, se libérer en s'amputant les pieds pour ensuite combattre les 4 agents de Baroque Works qui lui font face. Mais heureusement, Luffy, Usopp et Kalou débarquent juste avant qu'ils passent à l'action et s'attaquent aux 4 tortionnaires. Mais Nami leur explique que la priorité est d'abord de les libérer. Son capitaine l'écoute, mais malheureusement il ne connaît pas les capacités de ses adversaires, et cela s'avère donc bien plus compliqué que prévu. Luffy parvient finalement à envoyer valser Mr. Three, mais se fait immédiatement avoir par Miss Golden Week. Elle a en effet dessiné du noir au pied de Luffy, couleur qui change son comportement en le poussant à trahir ses amis, et il n'a donc plus du tout envie d'aider ses compagnons. Il se décale alors pour ne plus être affecté par le symbole à ses pieds, mais Miss Golden Week dessine du vert sur son gilet, ce qui le détend complètement, et il se met alors à prendre le thé avec son adversaire, en ignorant ses amis. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien faire Sanji pendant que ses amis sont dans une situation aussi périlleuse. Eh bien, le cuisinier des Mugiwara n'est pas du tout au courant de ce qu'il se passe sur l'île, et il a donc tué et ramené un tyrannosaure au Going Merry pour refaire le plein de viande. Mais constatant l'absence de ses compagnons, il décide de partir à leur recherche. Le dernier espoir des imminentes statues de cire repose donc sur Usopp. Malheureusement, celui-ci a toujours autant peur de se battre et se retrouve poursuivi par Mr. Five et Miss Valentine. Il s'en sort plutôt bien, puisqu'il évite toutes les crottes de nez explosives de Mr. Five, mais ce dernier a finalement recours à une arme bien plus destructrice, un revolver qui lui permet de tirer des balles d'haleine explosives, qui sont donc invisibles et inévitables. Mais avant d'être touché, Usopp a eu l'excellent réflexe de tirer une bille explosive sur Luffy, ce qui a pour effet de détruire son gilet, et donc la marque de peinture qui l'empêche d'agir à sa guise. Mais Luffy a beau être libéré, ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire. D'abord parce que la cire a fini de recouvrir les prisonniers, mais aussi parce que Mr. Three fait son retour en étant encore plus fort qu'avant, puisqu'il s'est construit une armure de cire pour résister aux coups de son adversaire élastique. Usopp, en très sale état, trouve alors la solution qui sauvera ses amis. S'ils enflamment la cire, celle-ci fondra et ils seront donc libérés. Mais naturellement, ses adversaires ne le laissent pas faire ce qu'il veut. Mais alors qu'il se retrouve prisonnier du poids grandissant de Miss Valentine, il donne une corde imbibée d'huile à Kalou et lui demande de courir autour de Broggy et de la sculpture de cire. Luffy parvient alors à attraper la flamme de la coiffure de Mr. Three et allume la corde avec, enflammant ainsi toute la cire qui retenait ses amis prisonniers. Une fois libérés, Vivi et Nami viennent à la rescousse d'Usopp et maîtrisent en un clin d'œil Miss Valentine, tout comme Zoro qui tranche Mr. Five. Mr. Three et Miss Golden Week ont réussi à fuir dans la forêt, mais ils sont rapidement rattrapés puis arrêtés par Luffy et Kalou. Pendant ce temps-là, Sanji est tombé sur le cube de cire qui servait de QG aux agents de Baroque Works. Il y entre pile au moment où l'escargophone des agents de Baroque Works sonne. Un escargophone, c'est l'équivalent d'un téléphone dans One Piece. Sanji y répond, et son correspondant s'avère être Crocodile, le boss de Baroque Works, qui venait prendre des nouvelles de la mission de ses agents.
Sanji joue le jeu et se fait passer pour Mr. Three et annonce que l'élimination de Mugiwara et de Vivi est une réussite. Crocodile informe que Mr. 13 et Miss Friday arrivent pour lui donner l'Eternal Pause qui doit permettre aux agents de Paracorps de rentrer à Alabasta. Naturellement, lorsqu'ils arrivent, les deux agents messagers attaquent immédiatement Sanji, mais celui-ci les bat facilement. Même s'il n'a pas compris qu'il parlait avec Sanji, Crocodile a bien senti que quelque chose clochait, et décide d'envoyer Mr. 2 en mission pour s'occuper de Mr. 3. Du côté des autres acteurs de cet arc, Broggy pleure toutes les larmes de son corps et s'en veut pour s'être fait avoir par Baroque mais contre toute attente, Dory se relève miraculeusement. En effet, après 100 ans de combat, les armes des géants se sont visiblement trop émoussées pour porter un coup fatal. Quoi qu'il en soit, Sanji rejoint enfin ses compagnons et leur donne l'Eternal Pause que possédaient Mr. 13 et Miss Friday. Une fois de retour au bateau, Sanji et Zoro cherchent à savoir lequel des deux a ramené la proie la plus grosse entre le Tyrannosaure et le Triceratops. Mais Nami coupe court à leur débat. De toute façon, le Going Merry n'est pas assez grand pour emporter les deux dinosaures. Sanji sélectionne alors les meilleurs morceaux des créatures préhistoriques et le Mugiwara lève l'ancre, toujours accompagné de Vivi et son fidèle Kalu. Les Mugiwara et la princesse d'Alabasta repartent donc de Little Garden en direction du royaume de Vivi, mais une dernière étape leur bloque le chemin. Le Gob Hill, un monstre marin gigantesque qui rôde autour de Little Garden et gobe tous ceux qui partent de l'île. Heureusement, les passagers du Going Merry peuvent compter sur leurs nouveaux amis, et alors qu'ils sont engloutis par le monstre marin, Dory et Broggy l'exécutent d'une monstrueuse attaque combinée qui brise leurs âmes centenaires. Mais deux événements viennent perturber le début de leur voyage. Le premier, c'est que Nami est tombée gravement malade. Et le second événement, c'est que la discussion entre Sanji et Crocodile a été partiellement interceptée par l'unité du colonel Smoker, qui en ont déduit que quelque chose impliquant les Mugiwara se tramait à Alabasta, et décident donc de s'y rendre. La première chose à retenir de cet arc, c'est bien sûr l'existence de géants, et de leur île natale Erbaf. S'il est difficile de dire si on aura l'occasion de revoir les valeureux Dory et Broggy, il est évident que la race des géants est tout autant importante que celle des hommes-poissons. Et, bien qu'ils soient peu nombreux, nous aurons l'occasion de recroiser ces guerriers reconnus de tous. L'île d'Erbaf pourrait notamment faire l'objet d'un arc vers la fin de l'épopée des Mugiwara, et je crois que c'est le souhait de tous les lecteurs d'en savoir plus sur l'histoire de ces guerriers capables d'abattre des monstres marins aussi titanesques que le Gob Hill. D'ailleurs, c'est un débat pour savoir lequel des deux géants avait tué le plus gros monstre marin qui est à l'origine de leur querelle. Mais ça, ils l'ont oublié depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs cette fierté qui les a poussés à continuer à se battre après avoir oublié la raison de leurs différends qui a tant émerveillé Usopp. Ainsi, les deux géants nous permettent enfin de définir vraiment le rêve du canonnier des Mugiwara. Et oui, en partant du village Sirop, il disait déjà vouloir devenir un vaillant guerrier des mers, mais même lui ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Ainsi, il possède maintenant un vrai rêve, puisque, comme il le dit à Nami, il veut maintenant se battre jusqu'au bout de sa vie avec bravoure et ne jamais regretter quoi que ce soit. Un rêve loin d'être facile à atteindre pour le plus peureux des Mugiwara. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui pousse les fans à croire qu'Erbaf sera une des dernières îles du périple des Mugiwara, puisque cette visite pourrait signifier l'accomplissement du rêve d'Usopp. Cet arc fort en émotion se termine par une note négative aux allures de sombres présages. Nami est tombée malade. On peut donc en déduire que cela sera l'un des enjeux principaux du prochain arc, mais ça pourrait également provoquer un changement de plan pour les Mugiwara et leur amie princesse. Vont-ils pouvoir naviguer jusqu'à Alabasta avec une navigatrice malade ? Une question délicate lorsqu'on connaît les dangers de la navigation sur Grand Line, mais quoi qu'il en soit, cela nous permet de mettre le doigt sur un des points faibles des Mugiwara. Ils n'ont pas de médecin. Et lorsqu'on regarde la saga précédente, on se rend compte qu'à chaque fois qu'ils ont identifié le besoin de recruter un nouveau membre d'équipage, ils l'ont recruté durant l'arc suivant. C'était le cas pour Nami, alors que Zoro et Luffy quittaient Shellstone sans savoir où ils se dirigeaient, et aussi pour Sanji, lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir besoin d'un cuisinier pour gérer leur stock de vivres pour éviter d'attraper le scorbut. Sur cette fin d'arc, on se rend compte que deux éléments imprévus vont également venir perturber les plans des Mugiwara. Le premier est Mr. 2, encore inconnu jusqu'ici. Mais on peut se dire qu'ils ont le temps de voir venir. Mr. 2 a pour mission d'éliminer Mr. 3, et il va donc mettre un certain temps pour comprendre que celui-ci a échoué dans sa mission et que ses cibles courent encore dans la nature. Et donc nul doute que quand Crocodile apprendra que ceux qui connaissent sa véritable identité sont encore en vie, il n'hésitera pas à lancer toute son organisation à leur trousse. Mais il pourrait également être dérangé par l'autre homme à la poursuite des Mugiwara, le colonel Smoker. Et oui, il a beau s'être juré de poursuivre Luffy, s'il découvre que l'homme derrière le coup d'état d'Alabasta est Crocodile, il est possible qu'il tente de lui mettre des bâtons dans les roues. Surtout si, comme on l'a supposé dans le précédent épisode, Crocodile avance à visage couvert pour ne pas subir les représailles du gouvernement mondial. Enfin, arrêtons-nous sur une étrange phrase de Dory au moment où les deux géants s'apprêtaient à battre le Gob Hill. Il dit « Hormis le serpent couleur rouge sang, personne ne peut résister à nos armes ». Si on comprend bien sûr que cette déclaration montre une fois de plus la force titanesque des géants, on peut s'interroger sur ce qu'est ce serpent couleur rouge sang, qui en plus est mis entre guillemets, et croyez-moi dans One Piece, il y a très peu de choses qui sont mises entre guillemets, et elles ont toujours une signification mystérieuse. Selon les fans, il faut faire un petit peu de mythologie pour savoir ce qu'est ce serpent couleur rouge sang.
Si les géants sont présents dans presque toutes les mythologies, on va ici s'intéresser à la mythologie nordique, puisqu'on y retrouve également Jormungand, une des créatures les plus célèbres de ce folklore, puisque c'est un serpent tellement grand qu'il englobe le monde, et également qui meurt durant le Ragnarok, la fin du monde prophétique annoncée par cette mythologie. Si ce serpent n'est pas de couleur rouge, on peut considérer que c'est bien de lui que parle Dori, car s'ils arrivent à tuer des gigantesques monstres marins, mais pas ce fameux serpent, c'est qu'il doit être encore plus grand, et donc ça pourrait correspondre. Et en fait, s'ils parlent de couleur rouge, c'est peut-être parce que dans One Piece, il y a bien quelque chose qui est rouge et qui fait le tour du monde. Et oui, je parle là de Redline. Ainsi, le serpent couleur rouge sang serait une métaphore pour dire que la seule chose qui résiste aux armes des géants, c'est Redline. Et si Oda fait bel et bien référence à Jormungand, c'est peut-être parce que cette créature meurt lors du Ragnarok. Ainsi, beaucoup de fans aiment à penser que la fin de One Piece sera une référence à cette fin prophétique du folklore nordique et qu'on y verra la destruction de Redline. Personnellement, j'ai du mal avec cette idée de reprise mythologique, mais il est pour moi indéniable que les géants parlent bien de Redline. Reste à savoir si elle sera détruite à la fin de l'œuvre, comme dans la mythologie nordique. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Little Garden. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.